la matière et moi je ne vois pas ça en réalité. Ça c'est une simplification. Je simplifie. Par exemple, je ne sais pas, mais dans le corps, il y a des quatre éléments, ça c'est une évidence, il y a le liquide, il y a le solide, les eaux, le liquide c'est le sang, les fleurs, le sperme, tout ça c'est le liquide. Il y a la combustion, le métabolisme, c'est le feu. Donc c'est clair qu'il y a du mouvement surtout. Et il y a de la transformation. Par exemple, quand on meurt, le corps se décompose et il se retransforme en carbone, en azote et en tout ça. Donc c'est un cycle, il n'y a pas vraiment, c'est une continuité. Comme un peu ce que tu as montré, c'est une transformation permanente et de début, de fin, de début, des mouvements en fait. C'est juste ce que je constate, c'est que c'est la transformation. Mais je ne vois pas l'esprit. Alors l'esprit, ça c'est la psychologie, c'est le psychologique, c'est aussi un espèce de feu. L'esprit, ça veut dire feu pour moi. C'est ça, le feu de la pensée. Voilà. Et autrefois, quand on est décédé, on devenait feu interne. On a perdu ça. Ça veut dire qu'on est bien le corps, les matières, les cendres, et l'esprit, l'énergie est dans le domaine du feu. C'est reparti dans le feu. Voilà, dans l'énergie, voilà. J'ai tendance toujours à, quand j'assiste à un sujet, j'aimerais voir l'utilité. Et en fait, avec votre présentation, ça me rappelle le mythe de la caverne quand on parle du monde réel et son ombre, de la vérité et son ombre en fait. Et là, je prends ces symboles comme on peut dire, peut-être l'essence de quelque chose et puis les formes qu'il peut prendre. Enfin, c'est là quand vous avez expliqué l'éolienne, la croix, enfin le sinusoïdal, pour moi c'est, voilà, il y a l'essence de quelque chose, ensuite l'application de tout ça, donc les formes qu'il peut prendre. Et du coup, c'est peut-être dans notre pensée, c'est intéressant de voir l'essence de ces choses-là pour comprendre leur fonctionnement. Et dans l'essence et la forme, c'est comme nous, par exemple, je veux dire, parce que vous avez parlé du mouvement, ça m'a rappelé à ça, parce que je peux dire, voilà, je suis une femme, je suis une forme de l'humain, il y a homme, femme, puis l'humain c'est une forme du monde animal, puisqu'il y a autre chose, donc c'est l'animal qui est l'essence de l'humain. Ensuite, pour l'animal, je peux dire c'est une forme de la vie, du vivant plutôt. Puis le vivant, c'est une forme du mouvement. J'arrive au mouvement, parce que pour que ce soit vivant, il faut qu'il y ait un mouvement. Et puis après le mouvement, si je cherche l'essence, ça pourrait être la force. Il faut avoir une force pour avoir du mouvement. Et puis pour arriver à avoir la force, on va dire l'essence de la force, c'est l'amour. Enfin, c'est ce genre de choses pour dire au final, l'homme, la femme, c'est finalement une forme de l'amour. Si je remonte tout cela, pour arriver à cette essence et dire ok, c'est le symbole, mais comment dans la vraie vie pratico-pratique, comment je peux aider dans mon évolution terrestre, puisqu'on parlait du plan terrestre. Voilà, c'était des idées à partager. Pour moi, les symboles, c'est vraiment des outils. On peut se contenter de l'alphabet, on va lire et écrire compter, donc c'est des symboles. Et si on veut aller un peu plus loin, il y a d'autres outils. Voilà, donc ça en fait partie. Tu fais des outils pour faire quoi? Alors pour deux choses, il faut comprendre. Alors quand on est dans le plan de la technique, on a besoin des outils pour réaliser quelque chose. Sur le plan de la compréhension, je crois que c'est plus subtil. Parce que là, c'est plus comme en agriculture biologique. On se nourrit de quantité de choses, ça stimule, ça développe. Mais à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui sort. Et ça sort parce qu'on a déjà beaucoup travaillé avant. On a une réponse qui arrive à un problème et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est parce qu'on a beaucoup travaillé avant. Voilà. Parce que dans mon idée, le symbole,
on peut dire en effet que c'est un outil, mais un outil pour atteindre quelque chose, c'est-à-dire pour comprendre quelque chose. Donc pour comprendre quelque chose de plus, pas dire abstrait, hein, je veux dire quelque chose de plus qui est plus subtil, oui, surtout plus élevé, enfin plus transcendant. Hein, voilà. Donc, et pour ces choses transcendantes, on a besoin du symbole parce qu'elles ne sont exprimables réellement que par le symbole. C'est pour ça que toutes les religions, basiquement, il y a des gens qui les interprètent au pied de la lettre. C'est comme des histoires presque, on pourrait dire, littéraires, mais en fait, ça raconte autre chose, hein, qui est de l'ordre du transcendant. Donc, qu'on ne peut pas appréhender comme ça immédiatement. C'est quasi inexprimable. Hein. Tout ce qu'on peut en dire avec les mots est pratiquement incompréhensible. Donc le symbole est un instrument de méditation. Hein. Donc on l'utilise pour méditer, arriver à comprendre, à être pénétré du sens. Mais ça n'empêche pas, en effet, que parce que tout le monde entier est en somme un symbole. Donc toutes les choses dans la vie sont, en effet, on les retrouve concrètement, comme tu as montré, dans la fusée, dans le code barre. Moi, je n'ai pas très bien compris le code barre, pourquoi c'était 666. J'aimerais bien que tu me le réexpliques. Est-ce que c'est une structure fondamentale du code barre mathématique? Sur ceux qui ont créé le code barre, on dit que le 1 c'était une petite, une grande, le 2 c'était ça et ça. Ah oui, mais là tu as donné l'exemple. Non mais c'est intéressant parce que ça veut dire que le symbole les habitait quand même et qu'ils ont fait une chose. Je crois que vous définissez parfaitement bien ce qu'est le symbole. Le symbole, c'est ce qui permet, c'est une chose concrète qui permet de dire ce qui est ineffable, ce que vous ne pouvez pas dire avec les mots ni avec les signes. C'est ça le symbole. Je pense au soleil, c'était un vrai symbole de penser, comme les Égyptiens, qu'il était Dieu. Comme a dit Madame, il faut bien une énergie pour... l'énergie, elle vient bien de quelque part. Donc ils ont pensé que sans le soleil, il n'y avait pas de vie. Donc c'est le symbole de la vie. Et c'est surtout le symbole de Dieu, parce que au-delà de l'énergie du soleil, il fallait bien, ce qu'ont découvert les monothéistes, c'est que le soleil était également une créature, et qu'il fallait bien qu'il y ait une source au-delà, qui elle était inappréhendable, et donc, c'est ça le symbole, c'est de nous faire accéder à quelque chose d'inappréhendable par quelque chose de concret. Nous n'avons pas d'autres moyens et ça répond à l'utilité des symboles. Pas les symboles conventionnels. On peut le voir ici, si on considère que là c'est l'absolu, le centre, autour on a le monde réel, des objets, des oiseaux, etc. Et entre les deux, on a le monde symbolique, qui est à la fois réel, mais bon, qui sert à rien, sauf à être symbolique. Et donc il faut faire le passage entre les deux, pour monter et descendre. Mais je l'avais déjà dessiné. Mais justement, moi je voulais dire une chose là, et ça rejoint un peu tout ce qui est en train de se dire là, je pense, mais le symbolisme au départ, au XIXe siècle, c'était ce courant de pensée illustré par des poètes comme Rimbaud, Mallarmé, Baudelaire, voilà, oui. Mais c'est ça, qui était justement en rupture avec tout ce courant de culture qui était figuratif, qui était vraiment très carré, où le réel était le réel, et puis ma foi, voilà, très pesant d'un certain côté, et il voulait essayer de renverser un peu ça, de rouvrir justement à travers le symbolisme. Et c'est d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais sur l'étymologie même du mot symbole, symbolo, c'est qu'en fait, il y a deux parties, il y a deux éléments, et le symbole, en quelque sorte, est une partie d'une réalité un peu au-delà. C'est Aristote qui disait
j'arrive plus à me rappeler, il avait une très très belle phrase. Toutes les activités de ce monde ont leur source dans un mouvement, dans une autre dimension. Je ne me rappelle plus la phrase exacte d'Aristote, mais enfin, donc c'est ancien. Bref, les penseurs déjà dans l'Antiquité avaient déjà pressenti ça. Et cette idée-là, c'est de dire en effet que là, toi, tu exprimes pas mal en effet le côté du symbole dans son expression chimique, scientifique, technique, etc. Mais en effet, il y a cette dimension plus profonde. Et je voulais faire je ne veux pas être trop long, mais je voulais dire une deuxième chose par rapport à ça, c'est que, et justement pour avancer dans la compréhension des choses, il y avait un anthropologue, Stewart Cullin, au XIXe siècle, qui est très connu parce qu'il a énormément travaillé sur l'origine des jeux. Voilà, les jeux, c'est un peu trivial, hein, en fait, les jeux de société, hein, dans l'Antiquité, etc. Voilà. Et il s'est aperçu d'une chose incroyable, c'est que des deux côtés des continents, l'Amérique et l'Asie, on retrouvait, alors on sait qu'ils ont été cousins, mais sans qu'il y ait communication entre les deux cultures, amérindiennes et asiatiques diverses, hein, les peuples asiatiques en général, il s'est aperçu qu'on retrouvait des jeux totalement similaires. Un exemple, par exemple, c'est le jeu coréen, le Yout, qui ressemble à nos petits chevaux, et il y a un jeu totalement similaire chez les Indiens d'Amérique du Nord, où il n'y a pas de dés, mais on jette 4 bâtons, comme cela, c'est comme des dés en quelque sorte, et on se déplace dans un schéma circulaire avec une croix au centre, qui ressemble à nos petits chevaux, hein, c'est vraiment saisissant d'ailleurs, et l'essence de cela, c'est de dire que les deux civilisations, finalement, justement, ont le symbole qui est, quelque part, les 4 grandes directions de l'espace, toutes ces choses-là font partie de l'essence humaine, quoi. Et que c'est ce que disait Jung dans toutes ses recherches, c'est que finalement, parce que le monde est atomique, et structure, et mathématique, l'être humain, dans sa psyché, finalement, va retrouver et recréer ces symboles dans sa culture. Voilà. C'est archétypal. Archétypal. Tout le monde se réfère à certains archétypes. Mais le travail de Stewart Cullin était intéressant parce qu'il a vraiment fait des rapprochements sur différents systèmes comme ça et montré que dans des cultures diverses, sur des milliers d'années, les gens ont repensé exactement les mêmes choses parce que justement profondément en eux, il y avait des structures, il y avait une symbolique qui était préexistante en fait pratiquement à l'être humain et qui retraduisait dans sa culture. Alors après justement avec des nuances, des choses, mais fondamentalement les structures étaient les mêmes. Ce qu'on retrouve dans les mythologies, oui. Les similitudes culturelles. La phrase de Socrate que tu cherches, c'est peut-être que le microcosme et l'image du macrocosme. Ça veut dire ça en essence. Il a une belle phrase et je vous la retrouverai. Mais alors aujourd'hui, j'ai pas un blanc. Voilà. Ça s'écrit comment le nom de ce philosophe là? Non, c'est un anthropologue. Stewart Cullin. C-U-2-L-I-N. Cullin sur Cullins. J'arrive pas à me rappeler s'il y a un S à la fin. Mais sinon, c'est Cullin. C-U-2-L-I-N. C'est un anthropologue du 19e siècle, américain. Il a créé un musée très, très connu là-bas aux États-Unis, dans l'Indiana. C'est une pointure, quoi. Et son travail est saisissant, il a de nombreux ouvrages justement, et qui sont d'ailleurs très riches de symboles, et bien expliqués justement. On écoute Jacques. Oui, je crois que sur cette question du symbolisme universel, il faut être extrêmement prudent déjà. Parce qu'il y a eu beaucoup plus de communication entre les différentes civilisations qu'on ne veut bien le dire. Et en réalité, moi j'inverserais le problème en disant, si effectivement il y a des similitudes, c'est qu'il y a eu des rencontres. Et non pas
s'il y a eu des rencontres, c'est parce qu'il y a un truc commun comme ça qui nous dépasse. Donc effectivement, je crois que, en ce qui concerne en tout cas les relations entre les différents continents, je crois que c'est un problème qui est déjà dépassé. On a mis en évidence qu'il y a eu des possibilités de communication très anciennes entre différentes sociétés, même entre différents continents, et qu'on est passé par le détroit de Bering. Enfin, je sais pas. Je crois que ça, c'est déjà un argument. Enfin, c'est vrai c'est intéressant parce qu'on est en quête de ce genre d'argumentation. On voudrait montrer que ça n'est pas une convention, que c'est quelque chose qui est très profond, etc. Et on se sert de certaines lacunes de l'information historique pour étayer ce genre d'argument. Et à mon avis, c'est extrêmement suspect. Hein. Je crois que donc ça, de ce côté-là, qu'il faudrait plutôt abandonner ce point de vue. Il y a des symboles qui circulent et qui ont circulé, effectivement, et qui ont largement circulé. Et il est normal qu'on les retrouve. Maintenant, dire que ces symboles ont une valeur transcendantale ou ils peuvent prendre cette signification. Mais je veux dire, à l'origine, ce sont des conventions comme... bon. Alors, mais c'était pas tellement ça que je voulais dire. Je veux dire que... Je vais prendre un exemple un peu idiot. Si je dis, par exemple, « je mange », ce n'est pas la même chose que si je dis « tu manges ». Parce que si je dis « je mange », je n'ai pas besoin de le dire. Je le fais. Si je dis à l'autre « tu manges », je communique à quelqu'un qui n'est pas moi. Donc, on n'est plus dans le même problème. Tant qu'on est dans le domaine de la pensée intérieure, on n'a pas réellement besoin de langage, en fait, hein, pour les choses les plus simples. Si je dis, par exemple, je marche, si je me dis je marche, je ne vais pas dire je marche, je veux dire je marche, point final. Par contre, si je dis nous allons faire ceci ou tu vas faire ceci, immédiatement, on passe sur un autre plan, et là, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que il faut que... Bon, donc déjà... bon, pour moi, le mot symbole renvoie, d'ailleurs notre ami là, à la notion d'absence. Quand je suis absent, d'ailleurs le mot représentation, on a besoin d'être représenté quand on n'est pas là. Donc c'est déjà, il y a un manque. Donc à partir du moment où il y a un défaut, c'est-à-dire soit je ne peux pas être là parce que c'est pas moi, c'est l'autre, soit je ne suis pas là parce que je suis ailleurs. Là, je suis obligé de trouver un palliatif. Hein. Je suis obligé de trouver une solution. Par défaut, je suis obligé de dire, ben voilà, quelqu'un va me représenter, va venir à ma place, etc. Bon. Là aussi, je suis obligé d'inventer des choses. Moi, je dis souvent que la pénurie, le manque, est une source de création. De même que dans le domaine alimentaire aussi. Ben, quand on a un manque, on invente des choses. Quand on n'est pas dans le manque, effectivement, quelqu'un qui est là, présent, ici, avec lui-même, il n'est pas dans le manque. Il est dans le manque dès lors qu'il n'est pas là, dès lors que l'autre n'est pas là, ou qu'il n'est pas à la place de l'autre, etc. Donc, ça. Et à la limite, je dirais que c'est lié à la mort, à la limite. Hein. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, si je ne suis pas là, la mort, c'est une façon aussi d'être absent, c'est aussi de ne pas être là. Donc, voilà. Donc, tout cela, ce sont des... pour moi, ce sont des ingrédients du manque. Voilà. Et je mets ça dans globalement, c'est ce que j'appelle la cuisine du manque, la cuisine de la pénurie, qui est vraie aussi pour le problème alimentaire. Voilà, j'ai pas de viande, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je vais prendre des légumes, je vais prendre un ersatz. On va dire quand il y a quelque chose qui n'est pas là, comment je vais faire? Voilà. Si je ne suis pas là, comment je vais faire? Si l'autre n'est pas à ma place, comment je vais faire? Donc tout ça, c'est une civilisation du manque dont on a besoin quand on n'a pas le choix. Mais ce qui est ennuyeux, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui au départ est un manque, est un pis-aller, devient en quelque sorte un idéal. Une espèce d'inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par exemple, les gens préfèrent manger des tartes ou des plats extrêmement lourds que de manger des choses simples comme des fruits. Ça veut dire qu'il y a parce que c'est pas assez travaillé. Donc finalement, on finit par avoir un goût relativement frelaté. On veut des choses de plus en plus compliquées au niveau alimentaire. D'ailleurs, je dis, il y a la malbouffe, mais il y a aussi cette espèce de pléthore de symboles qui nous envahit aussi. C'est un peu la même chose. Ce sont des plats très lourds, constitués comme ça
d'ingrédients, de plus ou moins de grande valeur, etc. Moi, je ne veux pas continuer comme ça, mais je veux dire que pour moi, je voulais resituer, tout ça, c'est si je suis présent et si je suis avec moi-même, je n'ai pas besoin de langage. Ce n'est que parce que je ne suis pas là, parce que je suis absent, parce que l'autre ne me comprend pas, parce qu'il n'est pas à ma place, parce qu'il y a un décalage dans le temps entre moi et l'autre, qu'à ce moment-là, je suis obligé d'inventer tout un système. Oui, mais le symbole est le manque de quoi? C'est-à-dire, oui, ouais. Quel est le manque dans l'homme qui fait qu'il recherche des symboles? Je crois que je l'ai dit. L'absence, c'est l'absence. Je ne suis pas là. Mais l'absence de quoi? Je ne suis pas là. Hein? Je ne suis pas là. C'est lui qui n'est pas là. Si. C'est le sens qui n'est pas là. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Si, comme l'a dit notre ami, et avec le symbole, je ne suis pas là. Donc je suis pas là, je suis ailleurs. Bon, où l'autre est mort, il n'est pas là, Donc il se fait remplacer, représenter par un symbole. Voilà, c'est tout. Ou je ne suis pas là, ou alors si c'est l'autre c'est pas moi. Donc là encore, je ne suis pas là. Si c'est l'autre à qui je dois parler, eh ben je ne suis pas là. Donc si je ne suis pas là, si je ne suis pas à sa place, il faut aussi. Effectivement, le symbole est la représentation de quelque chose qui n'est pas là. Tout le monde est d'accord. Et surtout de moi quand je ne suis pas là. Mais oui, mais vous êtes là. Voilà. Je suis bien là, d'ailleurs. Je pense aussi que le symbole, c'est même, dire, par rapport à soi-même, on a besoin d'une extériorisation. Et le symbole dont vous parliez tout à l'heure, accéder à une chose inappréhendable, je pense que je dis pas la bêtise, c'est aussi un rappel. Et on a besoin de quelque chose d'extérieur. Même si on est seul, on a besoin d'avoir la conscience qu'il y a quelque chose d'autre. Et le symbole, c'est peut-être aussi une image de cela, une transcendance, un intermédiaire qui nous porte vers une transcendance. Moi, c'est... De toute façon, excusez-moi de répondre. De toute façon, l'autre aussi. Attends, excusez-moi. Si, je crois. Voilà. Et on retrouve ça également, je pensais à Terre, Air, Feu dont vous parliez tout à l'heure, Terre, Air, le symbolisme qu'ont pu les alchimistes qui ont pu dire visite l'intérieur de ta terre et en la rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Donc en fait, on retrouve là aussi, on est fait aussi de terre, d'air, d'eau, de feu, et c'est à nous d'arriver à peut-être prendre le recul, comment dirais-je, voilà, voir qu'on est au-delà de tout relié à notre transcendance. Et de découvrir notre pierre cachée, la pierre philosophale. Et de ne pas la lancer à la tête de l'autre. Moi, j'ai une proposition. Est-ce que le symbole n'est pas quelque chose qui intéresse tout le monde en tant que source? C'est-à-dire, il représente, c'est une représentation de la source, c'est-à-dire de quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que l'absence dont parlait monsieur, je dirais que c'est l'absence de consensus. Quand on est dans une discussion, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes d'opinions. Tandis que le symbole, il va tout à fait à la source des choses, donc il devient incontestable. Et c'est peut-être pour ça qu'il est fort. Donc une croix, ça va vraiment à la source de l'humain, quoi, parce qu'on voit bien que l'humain, c'est une dimension transcendantale croisée avec un matérialisme horizontal. Bon, il dit au revoir à sa fille au lieu de m'écouter. Bon, alors, quel est ton point de vue, mon cher? C'est beaucoup plus important. Vous pouvez la retrouver à Avignon. Hein. Il est dans le, au 26 dans le juillet, symbole. Théâtre Buffon. Vive le théâtre. Je me dis quand est-ce que tu viens à Avignon. Au revoir. Merci. Au revoir. revoir. Bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est très chouette. Avant la source, oui, alors justement, il y a un truc que je n'ai pas développé sur la notion de source. C'est qu'un symbole, c'est un résumé en fait. Comme une graine, c'est un résumé d'arbre. Et si on vous donne des graines, d'ailleurs, je ne crois pas que beaucoup sauraient reconnaître les graines de hêtre ou de machin comme ça, par le grain de blé.
Et alors dans le caducé, c'est typique, parce qu'on trouve les caducés très nettoyés. Un des plus magnifiques, c'est celui de James Muir, qui est un sculpteur américain. Et là, il y a tout. Il y a la terre, il y a le ciel, il y a une foultitude de détails. Un peu en dessous, vous avez le caducé d'Hermès, que je vous ai présenté, avec les deux serpents, les ailes. Il y a le caducé d'Asclépios. Alors là, c'est simplement un bâton, un serpent. Vous voyez, donc les trois mêmes notions sont déclinées à trois ordres de développement différents. Et donc, plus on va vers la source, effectivement, plus c'est riche. Mais à la limite, à la source, on n'aura plus qu'un point, tu vois. Donc certains ont peut-être besoin d'un truc un peu plus élaboré pour pouvoir démarrer le cogito. Alors moi, je voudrais en profiter justement pour parler de la source aussi. Je pense qu'effectivement, un symbole, c'est relié par rapport à une source. Et je vais donner par exemple un petit exemple. Quand vous avez par exemple une fontaine, au départ c'est une source, la fontaine. Eh bien, il y a effectivement l'idée de la source en soi d'une manière beaucoup plus symbolique, puisque la fontanelle que nous avons sur notre cerveau se trouve être effectivement dans notre cortex, nous avons ce cerveau qui est présent. Et c'est notre source, justement, de tout ce que nous avons à développer comme idée, comme histoire et comme vie dans notre propre être. Donc, les anciens ont trouvé qu'il y avait une relation qui devait se faire entre la source en soi, qui pouvait être après la source, la fontaine, le lavoir, parce que c'est aussi, c'est-à-dire un récipient d'eau qui vient de quelque part d'une source à l'origine. Donc nous avons effectivement ce flux qui va sortir après de notre cerveau pour justement pouvoir appréhender le monde. Comme l'est par exemple la source en soi, puisque la source abreuve effectivement la vie d'un autre côté. Donc il y a une relation qui s'établit entre la source d'un symbole et ce qu'on va pouvoir imaginer dans un rapport semblable avec toute autre chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir un rapport de semblable, d'analogique par rapport à une source de l'état. Ça me fait repenser un truc, c'est que le cerveau baigne dans le lit, c'est le rachidien, de même que le fœtus baigne dans le lit. Et si vous êtes baptisé d'eau, lui vous baptisera de feu. Le ciel et la terre. Voilà, Je voudrais reprendre. Effectivement, si moi, je n'ai pas besoin de symboles pour m'exprimer, j'ai besoin des symboles pour comprendre l'autre. Donc, de toute façon, l'autre n'étant pas moi, je suis obligé de parler ce langage qui est le sien. De même que lui n'étant pas moi, il a besoin de connaître ce symbole. Mais il n'en reste pas moins que c'est un pis-aller, malgré tout. C'est un pis-aller. Et d'ailleurs, dans les relations humaines, quand on comprend ce que veut dire l'autre, quand on comprend ce qu'il attend de nous, il n'a pas besoin de s'exprimer. Je ne vais pas donner d'exemples, mais je veux dire que le grand art, ça consiste effectivement, je parle pas au niveau du langage, parce qu'en fait, le langage n'est jamais qu'un palliatif quand on n'arrive pas à faire les choses, ou quand l'autre ne fait pas ce qu'on voudrait qu'il fasse. Donc le langage n'est pas la fin, c'est pas une fin en soi, c'est également un palliatif, c'est-à-dire que puisque je ne peux pas être à ta place, puisque je ne peux pas communiquer, je suis obligé de te parler. Mais normalement, si je sais, par exemple, si on prend le cas de la danse, si on prend par exemple le domaine du sexe, par exemple, une relation harmonieuse n'implique pas le langage. Je dois être capable de savoir ce que l'autre attend de moi, ce qu'il attend que je lui fasse, ou que donc effectivement, c'est toujours un manque. C'est-à-dire quelque part, si j'arrive pas à comprendre ce que veut l'autre, si par exemple, voilà, je suis avec quelqu'un et je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas ce qu'il attend de moi, je vais lui demander, dis-moi. Mais c'est parce que je n'arrive pas à savoir ce qu'il veut
ce qu'il attend de moi. Donc là aussi, c'est un pis-aller, c'est-à-dire que donc ce qui est amusant dans cette conversation, c'est une surévaluation du symbole, mais nous sommes dans une société comme ça, je l'ai dit tout à l'heure, où, en fin de compte, les solutions qui sont les solutions de plan B, c'est-à-dire les plans B, c'est-à-dire le plan de substitution, quand on n'arrive pas à se nourrir correctement, qu'on n'arrive pas à communiquer correctement, quand on n'arrive pas à sentir l'autre correctement, eh bien à ce moment-là, il y a toute une soupe qui va être... moi j'aime bien le mot simple, puisqu'on emploie aussi souvent une soupe symbolique ou une soupe avec différents éléments comme ça qu'on va servir parce que on n'a pas ce qu'il faut. Voilà. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est complètement de l'ordre du manque. Et curieusement, par exemple, l'autre jour, il y avait un film, c'était un cours de cuisine. Dans les cours de cuisine, on nous apprend aussi des ingrédients. Vous mettez un peu de ceci, un peu de cela, etc. Bon, pour corser un peu un plat qui est pas très bon, avec des matériaux qui sont pas très heureux, etc. Donc on va parce qu'on n'a pas vraiment les bons matériaux, alors on va rajouter du curry, du sel, etc. Eh bien, au niveau symbolique, etc. Si j'arrive pas à communiquer avec l'autre, eh bien, on va aussi rajouter quelque chose du symbolique, etc. Et là, on tombe dans des formes de perversion à la limite. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, l'autre n'arrive pas à communiquer normalement avec moi, donc il faut que je lui dise des choses, il faut que je lui montre des objets, hein, il faut tomber dans le fétichisme, etc., pour que ça se passe. Mais il ne faut jamais oublier dans nos conversations que ce ne sont que des pis-aller. C'est-à-dire que ce sont des inventions extrêmement ingénieuses, mais qui sont uniquement là quand on n'arrive pas à communiquer, quand on n'arrive pas à être avec l'autre. C'est pas un idéal en soi. La soupe symbolique n'est pas un idéal en soi. C'est une solution de substitution dont on a besoin d'ailleurs parce qu'on n'arrive pas à communiquer, qu'on n'arrive pas à sentir ce que l'autre veut et attend de nous. Moi, je n'arrive pas à percevoir complètement ton idée, mais bon. Bah, c'est-à-dire, elle est sur un certain plan, mais... Oui. Mais oui. Non, je respecte beaucoup. Hein. Je dis simplement personnellement, là-dessus, j'ai du mal à percevoir les tenants, les aboutissants un peu de Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que le symbole, c'est pour revenir à l'essentiel? Non, mais c'est lancé. Oui, il faut quand même qu'on se mette. Voilà, non, donc je voulais dire, sans vouloir rebondir donc sur ce... Si, c'est bien de rebondir, c'est bien. J'ai parfois du mal à percevoir un peu son aboutissement, mais je respecte beaucoup, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. Moi, de mon côté, je me dis que le symbole, quand même, c'est quelque chose, en effet, d'important, mais pas seulement justement dans le sens du langage qu'il peut être, ou même comme réflexion d'une certaine mathématique qu'il peut refléter, mathématique que l'on a enfin, dans notre biologie, dans notre être, quoi, hein, quelque part. Et d'ailleurs, cette mathématique, on a l'esprit occidental, je vais y arriver, hein, on a l'esprit occidental et justement on a cette idée de mots construits, d'alphabet, de pensée très linéaire et c'est ce qui rend d'ailleurs difficile la communication. Mais en Asie, justement, ils utilisent beaucoup plus le symbole, l'image dans le langage. Tout le système de la pensée chinoise est basé sur les caractères chinois. Il y a dans les dictionnaires chinois à peu près 200 à 250 clés qui sont des signes, des caractères chinois de base qui remontent à la préhistoire, qui représentent l'eau, l'air, le feu, des symboles de base, on pourrait dire. Et à partir de ce jeu de clés, 200, 250, il y en a plus, mais en fait de base, ils arrivent à élaborer toute la philosophie, le langage, etc. Mais ce qui est fascinant, et j'ai remarqué ça, hein, moi, chez beaucoup d'Asiatiques, c'est que nous, quand on appréhende un texte, on doit le lire. Et eux-mêmes, c'est instantané. Parce que justement, ils ont cette représentation des signes, cela, et quelque chose se passe dans l'immédiat, et qui dépasse le langage.
C'est là, je veux dire, et c'est là la complexité de la pensée chinoise, justement de la philosophie chinoise en général, c'est qu'elle va sans arrêt au-delà du langage. Et c'est très subtil, c'est toujours, on dit toujours les Chinois d'ailleurs un peu comme ça, parce qu'ils sont sans arrêt dans le symbole, et de ce fait-là, leur écrit dépasse même leur pensée, quoi. Voilà. Et ça, c'est une grande richesse, mais on a du mal, vu qu'on est dans une pensée linéaire, et on a besoin d'assembler des éléments comme ça, linéaires, etc. Alors, on peut pas, on est très bloqué d'un certain côté. Alors, c'est très, je ne sais pas non plus dans notre pensée, c'est pas le problème, mais la pensée asiatique a gardé, enfin, surtout la pensée chinoise en fait, puisque c'est pratiquement les seuls maintenant qui gardent le système des caractères chinois, et une pensée très globalisante et très symbolique qui ouvre énormément sur le double sens. Je crois sur parole. Ouais. Tu as parlé en anglais. Oui, pardon. En écoutant ce que tu dis, est-ce qu'il ne semble pas que le rite fait partie du symbole aussi? C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà des mots, on peut être dans un rituel. Et en Asie, par exemple, pour avoir fait des séjours, les personnes, même si on ne parle pas la langue, vous amènent avec eux dans leur rituel. Et donc, vous communiquez des choses qui sont au-delà du langage. Mais on peut le faire aussi ici. Hein, c'est-à-dire, le symbole, c'est aussi un rituel. Un des synonymes, c'est communion du symbole. C'est la même étymologie, communion. Et c'est bon. C'est non? C'est symbiose. Oui, c'est ça. C'est le avec. Symbole, symbiose, sympathie. Mais il y a un revers de la médaille quand même. Cum. Il y a un revers de la médaille, c'est-à-dire que le symbole, c'est aussi de la propagande. Bah oui. Donc, effectivement, c'est quand même, il y a un jeu subtil dans le symbole. Et c'est pour ça que Yves dit, on comprend ce qu'il dit, mais moi, il me semble, ou Jacques, mais il me semble que justement, notre humanité et notre perfection, c'est de s'exprimer avec un langage et des mots. Et donc d'essayer de justement d'aller au-delà de la propagande ou du rituel et d'en faire une langue. Et je ne trouve pas que, effectivement, c'est difficile, c'est injuste, mais je pense que c'est une excellence de l'âme. Alors, moi, justement, pour aller dans le même sens, je me demandais si le symbole, ce n'est pas une recherche du commun à tous les hommes. Derrière, par rapport à ce qu'il disait, il était plutôt dans le divers humain. Derrière le divers humain, on a des tas de choses communes. On a une anatomie commune, malgré notre diversité d'apparence extérieure. Donc, est-ce que le symbole, c'est pas justement cette recherche en zappant, en court-circuitant le divers, donc pour aller un peu contre ce qu'il dit, mais ce qui est vrai aussi, pour rechercher tout ce qui est en commun. Par exemple, la croix, ce serait le plus fondamental, c'est-à-dire l'homme à la fois matériel et spirituel. D'ailleurs, je vais rappeler une chose vraiment étonnante du monde catholique, c'était un saint, le saint curé d'Ars, qui disait, cette chose vraiment étonnante, il disait « Tout nous rappelle la croix, d'ailleurs nous-mêmes, nous sommes faits en forme de croix ». C'est quand même étonnant, parce que c'est au contraire la croix que faisaient les Romains, qui était faite pour prendre l'anatomie de l'homme. Mais lui, il inverse la chose, et il dit « Tout nous rappelle la croix, puisque nous-mêmes, nous sommes faits en forme de croix ». Donc il y a quand même quelque chose de profond là-dedans. C'est-à-dire que cette forme de croix, effectivement, correspond à ce qu'il y a de plus commun dans l'homme, c'est-à-dire ce croisement entre cette forme horizontale et verticale. Voilà, donc moi je verrais assez bien le symbole comme une recherche de l'essentiel qui peut mettre tout le monde d'accord finalement. Derrière, pour squeezer la diversité qui nous pose tellement de problèmes, on recherche le symbole où tout le monde va... Alors dans les histoires de propagande, en fait il y a la même idée, c'est-à-dire avec la swastika ou la croix gammée, on va mettre tout le monde d'accord. Tout le monde va se retrouver dans cette croix, même si c'est une supercherie, une sorte d'intoxication, mais
à l'origine, c'est quand même toujours retrouver ce qu'il y a en commun derrière les divergences, derrière les apparentes variétés. C'est ce qu'on appelle le renversement des symboles. Oui, c'est-à-dire normalement, parce que qui a parlé d'analogie tout à l'heure, le mot analogie, ana, ça veut dire le haut, hein, donc c'est une logique qui conduit vers le haut, hein, qui rattache à ce qui est en haut. Hein. Alors que, donc, mais on peut toujours renverser les choses, c'est-à-dire aller vers le bas. D'ailleurs, avant de vous donner la parole, la scolastica, c'est un renversement. Oui. Parce que la croix gammée, c'est pour que les scolastica à l'envers. Hein. Oui, oui. Parce que chez les asiatiques, c'est dans l'autre sens. Donc c'est comme la croix à l'envers pour les satanistes. Oui, c'est ça. Vous voulez dire. Oui, oui. C'est la subversion des symboles dans les systèmes totalitaires ou dans d'autres mots. En fait, le symbole, c'est une représentation, une identification qui permet à, je sais pas, des communautés voilà, qui se retrouvent autour d'un symbole. Et le symbole, tu peux être plus ou moins spirituel, porteur d'un sens spirituel ou pas d'ailleurs. Il n'y a pas forcément, parce que pour reparler de la swastika, je sais que quand j'ai vu que c'était le cosmos, c'était l'énergie du cosmos, enfin, c'est relié à l'univers et le mouvement de l'univers, enfin, c'est assez par rapport au texte védique. Donc cette croix, elle est née d'une réflexion issue des textes védiques. Et donc là, ça a un sens. Donc en fait, ça symbolise une puissance, c'est porteur de sens, c'est une identification, mais qui n'est pas forcément spirituelle. Il y a des symboles qui ne sont pas forcément spirituels. Enfin, je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression que tout n'est pas forcément dans la spiritualité. Mais non, parce que le langage... Pour moi, c'est une identification. C'est une identification. D'ailleurs, c'était une étymologie, rappelée par Jean-Claude. Le symbole, c'est une identification pour des gens qui font partie du même groupe. Ils ont amené un bout d'assiette ou un bout de pièce de monnaie. Les chrétiens faisaient comme ça d'ailleurs pour se reconnaître. Lors de la persécution à Rome, ils avaient des pièces cassées en deux, des pièces de monnaie en bois. Et comme ça, ils savaient qu'ils étaient, il n'y avait pas besoin de parler, quoi, J'ai trouvé le mot, ça s'appelait les tessères. Ça ressemble... Dans le Portugal, on parle des d'Aristophane, on dit comme des tessères, l'homme et la femme, masculin et féminin, qui s'emboîtent. Tessères, alors, je voudrais dire deux choses. D'abord, en restant sur cette idée de l'absence, tout ce qui est de l'ordre du... Enfin, si par exemple on parle d'un Dieu qui n'est pas visible, qui est absent, il est normal qu'il s'exprime par... puisque dès lors qu'on est dans le manque, il va falloir passer par le symbole. Donc effectivement, celui qui n'est pas là, visiblement, il faut quand même trouver un moyen de communiquer. Donc, et un autre cas, c'est la machine. C'est le rôle presque incontournable du symbole quand on doit se servir d'une machine ou quand on doit dialoguer avec une machine. Alors il n'y a pas d'autre solution. Et donc, contrairement, ça n'a rien spécialement d'humain, le symbole. Hein. Ça veut dire que c'est vraiment, justement, cette machine à qui manque quelque chose, eh ben, il va falloir justement, au contraire, utiliser de plus en plus de symboles. On ne peut pas communiquer avec elle autrement que par le symbole, précisément parce qu'elle n'est pas humaine. Donc, quelque part, quand on n'est pas dans le domaine de l'humain, c'est à ce moment-là qu'on bascule dans le symbolisme. Quand on n'est pas dans le domaine de la présence, de la vie, d'être en phase avec l'autre, c'est uniquement dans ces moments-là de crise, ces moments d'absence qu'il y a effectivement un problème qui se pose. C'est toujours cette
dans les cas extrêmes, le Dieu qui est complètement sur un autre plan, la machine avec laquelle on ne peut pas vraiment, qui n'est pas un être humain non plus. Donc voyez-vous, les deux exemples extrêmes, on est dans le non-humain. Dieu, ce n'est pas l'humain, et la machine, ce n'est pas non plus l'humain. Et dans ces deux cas-là, comme par hasard, c'est là qu'il va y avoir une pléthore de symboles, de signaux, de signalétiques, etc. Voyez-vous. Mais quand on est réellement, alors comme on dit, l'homme serait, c'est comme pour paraphraser Pascal, l'homme, il n'est ni une machine ni divin. Il n'est ni divin ni une machine. Donc il est entre ces deux absolus que serait la machine et le divin. Mais l'être humain lui-même, ça veut dire que le symbole n'est pas, c'est pas ce qui nous rend humains, le symbole. Au contraire, c'est ce qui nous déshumanise quelque part. C'est quand nous sommes absents, quand l'autre n'est pas là, quand il est mort, quand il est invisible. À ce moment-là, effectivement, il faut trouver une autre solution. C'est là. De même que on écrit la plupart des choses que nous laissons à notre mort, ben c'est ça qui fait que, voilà, dès que nous sommes morts, dès que nous sommes absents, on est effectivement, on est obligé de passer par le symbole, on est obligé de passer par des codes. Effectivement, dès que je ne communique pas avec l'autre, c'est paradoxal, c'est parce que je n'arrive pas à communiquer avec l'autre que je dois me servir du symbole. Le symbole n'est pas un mode de communication, c'est un substitut de la communication. Ce qui est intéressant, c'est à voir à quel point nous sommes dans une civilisation où les valeurs sont inversées. Ce qui est de l'ordre de la pauvreté, du pis-aller, du substitut, quand je n'arrive pas à m'exprimer, à me faire comprendre par l'autre, c'est à ce moment-là que je suis obligé de passer par le symbole. Ou quand j'ai affaire à quelque chose qui est de l'ordre du non-humain, parce que c'est la machine ou parce que c'est le divin, c'est à ce moment-là que je dois faire passer par le symbole. Mais si je suis entre êtres humains, qui n'ont pas de rapport avec l'absence, avec la transcendance, avec le... Bon. Et une dernière chose aussi, c'est le visuel, qui me paraît très important. Effectivement, ça nous renvoie à une civilisation du visuel. Hein, la parole ici n'est jamais qu'une façon de dire le symbole, mais que le symbole nous renvoie à une société qui s'exprime par des... la preuve que nous avons là, c'est pas l'oralité, le symbole. C'est pas l'oralité. L'oralité, à la limite, là aussi, l'oralité est beaucoup plus humaine que l'écrit. Hein, si je ne suis pas avec l'autre, je vais lui écrire. C'est toujours la même chose. Donc, là aussi, le symbole, c'est justement parce qu'il est de cet ordre-là, de l'écriture et du visuel, que ça montre bien à quel point il est quelque chose de l'ordre de l'absence. Parce que quand je suis avec quelqu'un, je n'ai pas besoin de lui écrire. C'est un peu ce que dit Platon dans Le Phèdre, hein, quand il fait une critique de l'écriture. Il écrit, mais c'est pour ça que Socrate a décidé de jamais écrire pour être dans une relation plus directe avec l'oralité, le langage oral, avec les apprentis philosophes, ses partenaires philosophiques. Il a refusé l'écriture, Platon a repris, mais en même temps en disant que l'écriture, effectivement, c'est un peu ce que c'est une trahison en quelque sorte, en tout cas c'est une chute, c'est la conséquence d'une chute, d'une dégénérescence, d'une décadence. De la mémoire notamment, parce qu'on va substituer à la déficience de la mémoire. Qui peut encore apprendre des livres sacrés par cœur, il paraît dans certains pays, mais ici, des gens qui connaissent la Bible par cœur, c'est rare, hein, ça existe encore, mais ils pensent, mais ça doit être rare. Bon, après on va dire que ça sert à rien, c'est un autre problème. Mais la mémoire est en perte de vitesse, justement, un peu cette invasion du visuel, des symboles. Je suis assez d'accord avec la critique, même si c'est un petit peu trop radical, parce qu'on n'a finalement pas trop le choix, malheureusement. C'est quand même pratique. Et ça, peut-être que ça fait allusion aussi à la chute, directement, avec l'idée de l'écriture, tout le système de la connaissance, le fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien humain. On a parlé des symboles avec Ève, la sève, qui est bien aussi. Racine avec rat, sève avec l'espèce du serpent, c'est assez subtil, je n'y avais pas pensé. Ou même le feuillage avec les feux. Mais finalement, oui, c'est peut-être que dans un monde idéal, imagine qu'il existe un paradis perdu. Voilà. Là, on serait peut-être même, on n'aurait peut-être pas besoin de parler, on aurait peut-être un langage télépathique. C'est ça. Transmission de pensée, on n'a rien à cacher, ça serait parfait. Dans un monde idéal, il n'y aura pas besoin de symboles. Voilà. Ça, je suis d'accord. Les aborigènes.
Oui, peut-être. Oui, c'est peut-être plus proche de ce type. Oui, mais ça veut dire que ça remonte à très loin. Ah oui. Donc le symbole n'est pas un idéal, au contraire, c'est dans un monde idéal qu'il n'y a pas de symbole. Si on explique ça, on peut être d'accord avec ce que tu as dit, je pense. Que fait-on de l'architecture? Pareil. Pareil. Très symbolique aussi. Bah oui. L'architecture nazie, tout ça, c'est quelque chose. C'est quand même la trace de l'homme, non? Hein? C'est la trace de l'homme quand même. Non, c'est la trace de... Non, je vois pas C'est juste... l'absence de l'homme alors. Oui. C'est l'absence, c'est le Dieu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la divinité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je communique avec Dieu, je ne peux communiquer que par le biais des symboles, parce que Dieu, c'est par définition l'absence. C'est ce qui n'est pas humain. Le symbole nous renvoie au non-humain, au transhumain. On parle d'architecture. On parlait. Sauf que vous voyez les deux non-humains. On fait des mots. Celui du haut et celui du bas. Oui, plus que jamais, oui. Avec un symbole.